L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Merci à vous qui nous suivez sur Africable Télévision. Bienvenue dans Afrique Soir, les titres de ce journal. Un 4e soldat français a trouvé la mort lors de combats contre les groupes islamistes armés au Mali. Un décès confirmé par François Hollande, le président français, a également annoncé un retrait progressif des troupes françaises du pays dès le mois prochain. La disparition d'Hugo Chavez ouvre un nouveau chapitre de l'histoire du Venezuela. Nicolas Maduro, numéro 2 du régime, avait été désigné comme le dauphin de Chavez, lui aussi anti-américain que son mentor. De nouvelles élections sont prévues d'ici un mois au Venezuela. Crise en Syrie, le HCR a fait ses comptes. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés, 1 million de personnes ont fui les combats qui déchirent le pays depuis 2 ans. Merci de nous accueillir chez vous. C'est sur le Mali que nous ouvrons cette édition. Point de presse de la MISMA ce matin à Bamako, à mi-parcours de la première phase de la mission internationale de soutien au Mali. Cette rencontre hebdomadaire était importante, surtout au lendemain du 42e sommet de la CEDEAO, lors duquel le président tchadien Idriss Déby Itno a demandé à ses homologues ouest-africains plus de présence dans la lutte contre les islamistes. Un reportage signé Oussouf Diagola et Malik Mbaye. Le colonel Yahya Djoumani, porte-parole de la MISMA, était venu devant la presse donner quelques informations. L'effectif de la MISMA est évalué aujourd'hui à plus de 6 000 hommes, soit 82% de l'effectif initial qui tournait autour de 7 500 hommes. Les éléments tchadiens qui étaient en reconstitution ont repris leur offensive dans les Ifogas. Pour l'heure, l'essentiel pour nous, c'est de sécuriser toutes les zones que nous occupons et de consolider nos positions. D'autres opérations conjointes sont en cours de préparation entre la MISMA et les forces armées maliennes pour une plus grande efficacité sur le terrain. Au plan humanitaire, à la date du 22 février 2013, on dénombre près de 170 769 réfugiés et 430 978 déplacés internes dans les zones habituelles que vous connaissez. L'officier a été interpellé sur quelques questions. D'abord, l'appel du président tchadien aux forces de la CEDEAO et à l'armée malienne. Si tout le monde se déploie à Kidal et à Tissalit et qu'ils dévient par la Mauritanie, les frontières mauritaniennes et qu'ils redescendent, ils prennent Banamba, ils descendent, ils vont venir à Bamako. Le premier CONOPS l'a défini, le concept des opérations. Ce n'est pas tout d'aller à Kidal, ce n'est pas tout d'aller à Tissalit. Mais si on y va et puis on dégage des arrières, et puis les gens nous contournent, ils viennent prendre des revers, on fait quoi? Quand nous aurons fini avec la première phase, le CONOPS 2 arrive. Il y a des opérations conjointes qui sont en préparation entre l'armée malienne et la MISMA. Ce n'est pas ici que je vais vous le dévoiler. Autre point, l'aide attendue par la CEDEAO pour la poursuite de la MISMA. La question d'argent, mon frère, moi je ne vais pas là-bas sur ce terrain. Le moindre centimètre carré du Mali doit être libéré des djihadistes et des terroristes. Question d'argent, je n'en sais rien. On l'aura compris, aux politiques, les pourparlers, aux militaires, l'action sur le terrain. Voilà, c'était un compte-rendu de Oussouf Diagola et Malik Mbaye qui nous signale que les chefs d'état-major de la CEDEAO se réuniront vendredi 8 mars ici à Bamako pour examiner l'opérationnalité de la phase D du CONOPS. Très probablement, le chef d'état-major tchadien prendra part à cette réunion. Je l'annonçais en titre, un soldat français a trouvé la mort lors des combats contre les groupes
islamistes armés au Mali. C'est le 4e militaire français tué depuis le début de l'offensive contre les djihadistes. Un décès confirmé par François Hollande, le président français, qui affirmait que les groupes islamistes ont été anéantis dans le massif des Ifoghas. Il a également annoncé un retrait progressif des troupes françaises au Mali dès le mois prochain. Nous l'écoutons. C'est la phase ultime parce que nous avons réussi toutes les autres étapes. La libération des villes et la sécurisation du territoire. C'est une phase qui va durer encore tout le mois de mars. Et à partir du mois d'avril, il y aura une diminution du nombre de soldats français au Mali, dès lors que les forces africaines seront en relais, appuyées par les Européens. Nous poursuivons avec l'actualité hors des frontières africaines, rouge, bleu, jaune. Les couleurs du deuil dans les rues de Caracas, des milliers de personnes ont accompagné cet après-midi le cercueil d'Hugo Chavez sorti de l'hôpital militaire. C'est sur un blindé militaire que la dépouille du commandant, comme on l'appelle, a été amenée vers l'académie militaire où elle sera exposée pendant 2 jours. Beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse, de recueillement pour cet hommage au chef de l'État qui a succombé à son cancer à l'âge de 58 ans. Et la réaction également de la communauté internationale, 1 minute de silence a été observée à New York, au siège de l'ONU, pour rendre hommage au président défunt. À noter que l'Équateur de Rafael Correa a décrété 3 jours de deuil, idem à Cuba où le gouvernement a décrit le défunt comme le fils véritable de Fidel Castro. En Iran, le président Ahmadinejad a regretté la mort des martyrs protecteurs des valeurs révolutionnaires. Fin de citation. Moscou a salué la mémoire d'un homme hors du commun qui regardait vers l'avenir. Et du côté de Washington, Barack Obama espère ouvrir un nouveau chapitre de relations constructives avec le Venezuela. Venezuela, toujours, la disparition d'Hugo Chavez ouvre un nouveau chapitre de l'histoire de ce pays. En attendant de nouvelles élections d'ici un mois, c'est Nicolás Maduro qui va assurer l'intérim à la tête de l'État. Le numéro 2 du régime avait été désigné comme le dauphin du commandante, comme on l'appelle affectueusement. Ancien syndicaliste, il se réclame lui aussi de la révolution chaviste, lui aussi anti-américain que son mentor. L'homme qui a lancé ce slogan est le successeur désigné d'Hugo Chavez. C'est lui qui a officiellement annoncé sa mort. Nous étions à l'hôpital avec ses filles, ses proches et son frère quand nous avons appris la terrible nouvelle et que nous avons été chargés de la transmettre à notre peuple. Dans la rue, aux alentours de l'hôpital, les partisans de Chavez multipliaient les slogans à la gloire de leur commandante. Nicolás Maduro leur a immédiatement donné la preuve que même sans Chavez, rien ne changerait au Venezuela. Il a accusé à demi-mot les États-Unis d'avoir empoisonné le président vénézuélien. Hugo Chavez a publiquement donné son point de vue sur ce sujet et nous ne doutons pas un seul instant que notre ennemi historique a trouvé le moyen de nuire à la santé de notre commandante. Pour le moment, l'attention médiatique est fixée sur les partisans de Chavez. Les opposants politiques, ceux qui l'ont combattu à chaque élection, font profil bas. Mais on les sent inquiets, notamment à propos de l'attitude de l'armée dont était issu Hugo Chavez. Nous espérons que nos forces armées nationales resteront l'armée de tous, car elles appartiennent à tout le monde, comme le prévoit la Constitution et le montre sa fière histoire. Le gouvernement vénézuélien a promis des élections à très court terme. Les pro-Chavez espèrent que l'émotion provoquée par sa mort leur permettra de l'emporter aisément. Retour sur le continent, les résultats de la présidentielle au Kenya se font toujours attendre. Depuis hier, la tension monte peu à peu. Elle commence à mettre en cause le travail de la commission électorale et l'on craint le retour des violences qui avaient tendu la précédente présidentielle, celle de 2007. Au Kenya, l'attente se fait de plus en plus pesante.
48 heures après la clôture du scrutin, les Kenyans ne connaissent toujours pas le nom de leur nouveau président. Pire encore, on craint que le scénario de 2007 ne se reproduise. À l'époque, l'annonce tardive des résultats avait provoqué des émeutes sanglantes. Ce mercredi, la commission électorale est attaquée de toutes parts. Le système électronique de décompte des votes n'a pas fonctionné. Le dépouillement doit donc s'effectuer à la main. Un processus long et risqué. Les deux partis s'accusent déjà d'avoir organisé des fraudes. La coalition d'Ourou Kenyatta, arrivée en tête devant Raila Odinga, critique la commission favorable à l'intégration des votes nuls, soit 5% des votes au total dans le décompte. Concernant cette addition des votes nuls rejetés dans les décomptes du scrutin, elle scandalise la coalition du jubilé. Comment des Kenyans raisonnables peuvent même penser à inclure des bulletins de vote qui ont été rejetés dans les résultats définitifs? Cette logique est suspecte et sinistre. Selon les premières projections, la coalition d'Ourou Kenyatta arriverait en tête devant le Premier ministre Raila Odinga. Mais l'addition des votes nuls risquerait d'hypothéquer la victoire de Kenyatta. Avec ce scénario, les Kenyans pourraient être à nouveau conviés aux urnes pour un second tour. C'est l'un des gros titres de cette édition, un chiffre qui donne la mesure de la crise en Syrie et qui fait dire au HCR que le pays est entré dans une spirale de catastrophe absolue. Le commissariat aux réfugiés a fait ses comptes. 1 million de personnes ont fui les combats qui déchirent la Syrie depuis 2 ans. Tous les chemins sont bons, de jour comme de nuit. Seul ou comme ici en groupe, c'est l'exil à tout prix. Fuir la Syrie, la guerre, la mort. De l'autre côté des collines, le Liban, l'Irak, la Turquie ou sur ces images, la Jordanie. Après plus de 2 ans de conflit, ils sont désormais 1 million à avoir franchi les frontières. Réfugiés malgré eux. Cela représente un déplacement massif et c'est la preuve du niveau de destruction et de souffrance que nous constatons en Syrie aujourd'hui. La plupart arrivent avec quasiment rien. Beaucoup ont perdu des proches. 1 million de réfugiés selon le HCR. Symboliquement, la millionième répertoriée est cette jeune femme. Elle s'appelle Bouchra, 19 ans, une maman de 2 enfants. Elle a choisi le Liban pour sa survie. Nous vivons maintenant à Tripoli. Notre situation n'est pas facile, tout est cher. Nous ne pouvons pas trouver de travail. La situation est difficile. Je vis avec 20 autres personnes dans une seule pièce. Nous voulons retourner dans notre pays, revenir en Syrie. Nous voulons la fin de la crise et vivre en paix. Parmi ce million de réfugiés, la moitié sont des enfants de moins de 11 ans. Ils ont quitté la Syrie, mais tous ont emporté avec eux leur traumatisme. J'avais très peur là-bas. Tout le monde avait peur. Nous vivions cachés dans des caves, tremblants de peur. On avait tous peur des missiles et du sang. Alors le HCR s'efforce d'humaniser ces immenses camps de réfugiés. Voici le camp de Zaatari en Jordanie. Des terrains de sport, football et basket ont été installés et des classes d'école sont improvisées avec théâtre et informatique. Pas de véritables profs, juste des volontaires, juste pour oublier la guerre. En bref, toujours autour de la Syrie, l'ONU confirme qu'une vingtaine de casques bleus sont actuellement retenus prisonniers par un groupe armé sur le plateau du Golan, tout près de la frontière avec Israël. Des rebelles syriens ont revendiqué sur une photo postée sur Internet. Il s'agit de rebelles qui se présentent comme les martyrs de Yarmouk et ils disent vouloir le retrait des forces syriennes de Bachar al-Assad dans le village de Diemla, un village qui se trouve tout près de la ligne de cessez-le-feu entre la Syrie et Israël. Nous poursuivons avec l'actualité. Le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, a célébré ce mardi ses 150 ans d'action humanitaire à travers une exposition photo. L'exposition vise à donner une perspective de ces 150 ans d'action humanitaire à travers les femmes en tant que ressources humaines de l'action humanitaire, perspective interne, cible de l'action humanitaire, perspective externe. Le reportage de nos correspondants permanents au Sénégal, Louise Tina Sagnan, Eliman Ba et Antoumar.
Le Comité international de la Croix-Rouge porte un regard sur le genre féminin à travers cette exposition photo. Le CICR cherche à protéger la vie et la dignité des femmes victimes de la guerre et de la violence interne pour leur porter assistance. En situation de conflit, en situation de violence, on le sait, il y a une vulnérabilité accrue lorsqu'on est femme en situation de guerre, lorsqu'on est femme en situation de violence. Et donc le CICR a cherché maintenant depuis une quinzaine d'années à porter un regard spécifique sur la vulnérabilité de la femme et à pouvoir adresser de manière appropriée notre réponse à cette vulnérabilité particulière. Très touchés par l'exposition photo de femmes en situation compliquée, les visiteurs réagissent face à ces images fortes. Ici, en regardant les photos, vous verrez que les femmes qui sont en Afghanistan, comme celles qui sont en Angola, celles qui sont en Iran, comme celles qui sont en Éthiopie ou en Somalie, elles ont les mêmes attitudes vis-à-vis des mêmes problèmes. Et c'est saisissant dans ce répertoire-là. Je souhaite d'abord que ce soit divulgué, que ce soit diffusé, que les gens puissent illustrer leurs propos par ces images, parce que des images aussi vraies, on n'en trouve pas deux fois. Quand on voit ces images, nous qui sommes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, nous sommes confortés dans notre activité qu'il faut faire plus encore. Donc cette exposition est très édifiante et parle beaucoup de la protection qu'il faut apporter à la femme. Dans le cadre de la célébration du 8 mars 2013, le CICR retrace son long parcours d'aide et d'assistance aux populations en situation de conflit, plus particulièrement les femmes. Dans le reste de l'actualité, le Niger, le Palais des Congrès de Niamey a abrité hier après-midi la cérémonie de lancement de la campagne d'identification des abonnés. Une mesure qui vise à sécuriser l'État et sa population à un moment où la cybercriminalité est d'actualité. Serki Aboubakar et Razaka Abachi sont nos correspondants permanents au Niger. 3 mois, c'est le délai durant lequel les abonnés des différents opérateurs de téléphonie mobile du Niger doivent se faire identifier sous peine de voir leur ligne provisoirement suspendue. L'annonce a été faite hier après-midi au cours de la cérémonie de lancement de la campagne d'identification des acheteurs ou utilisateurs des services téléphoniques. Nous devons tous ensemble ambitionner à compter de ce jour de poser les jalons d'une contribution que nous voulons responsable et sincère pour qu'au terme des rencontres qu'auront nos équipes chargées de la sensibilisation en région, nous puissions s'aimer une idée pour récolter une action qui nous permettra d'entrevoir une identification probante de l'ensemble des abonnés mobiles de notre pays. C'est par un décret adopté le 4 octobre 2012 que le gouvernement nigérien a sommé les opérateurs de téléphonie mobile à identifier leurs abonnés. Une mesure qui vise surtout la sécurisation de l'État et de sa population. L'adoption de ce décret par le gouvernement s'inscrit donc dans la lutte contre ce fléau de la société de l'information et vise à contribuer de la sécurité des citoyens, voire de la sûreté de l'État, face au développement de plus en plus croissant des comportements délictuels et criminels tenus par certains utilisateurs de services de téléphonie mobile. Cette mesure prévoit également que désormais aucune carte SIM ne doit faire l'objet d'activation par un opérateur de téléphonie mobile sans que le client ne puisse être identifié. Retour au Mali avec ce drame. Le marché des fruits et légumes de Ngolonina, connu sous le nom de Namassa Dankan de Bamako, a été ravagé ce mercredi par un incendie dont tout le monde ignore la cause. Selon les habitants du quartier, c'est aux environs de 10 heures, temps universel, que l'incendie est parti d'un immense dépôt d'ordures de la zone. Pas de perte en vie humaine, mais beaucoup de dégâts matériels a été enregistré. À noter que cette zone n'est pas à son premier incendie. En 2012, une femme et son enfant ont perdu la vie au même endroit et pour la même raison. Écoutons à présent quelques témoins du drame au micro de Moussa Bari. À partir de 10h37, moi j'ai commencé maintenant à appeler la protection civile. Donc il est venu sur place aux environs de 10h40, 43 comme ça. Le feu est venu le déchet qui se trouve par derrière là. Par derrière, c'est là-bas où le feu est venu. Donc subitement le feu a commencé à
à brûler les cases qui se trouvent à côté. Bon, moi, à mon entendement, je n'ai rien constaté, je n'ai rien vu comme perte de vie humaine. Mais des dégâts matériels quand même que je peux vous dire. Hein. On nous a appelé pour faire au Namasadanka. Quand on s'est présenté, on a trouvé que c'est un feu de hangar. Plus d'une cinquantaine d'hangars en feu. Le feu était déjà embrasé, mais Dieu merci, vu qu'on a amené les moyens nécessaires, 2 engins pompes, bon, je crois que là où nous sommes, le feu est circonscrit. C'est des hangars qu'on utilise comme dortoir et c'est des boutiques aussi. Il y a des motos, des téléviseurs, des fricots, il y a un peu de tout là-dedans. Il y a même un endroit où on recharge des gaz illégalement, qui était même en feu, mais Dieu merci, on a pu étouffer la situation. On a présentement, à l'heure où je vous parle, on a 2 engins pompes qui sont sur le terrain et il y a 2 autres qui attendent. Donc si on n'est pas en mesure, de circonscrire le fait, on les fait appel et puis paf, la situation est maîtrisée. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité. Restez avec nous, les programmes continuent sur Africa Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique.